Salut à tous, c'est Ben, je suis très très content de vous retrouver pour cet épisode spécial Hot Takes, donc conclusion hâtive sur la BetClick Elite. Cette fois, je suis accompagné de Romain, le cofondateur de The Upset Media. Salut Romain, comment tu vas? Bah écoute, salut, ça va? Et toi? Très bien, merci. Je peux te dire que je suis très très chaud. La semaine dernière, j'ai fait la vidéo le même, mais sur l'Elite 2 avec Yanis, donc je suis bien rodé à l'exercice. J'espère que tu es chaud parce que je pense qu'on peut se régaler aujourd'hui. Je suis toujours bouillant pour parler de basket avec toi, et puis voilà, on va essayer de se donner un exercice très très subtil. Très bien. Alors avant de commencer, peut-être que tu veux dire un petit mot pour présenter aussi un petit peu ton activité et la chaîne The Upset qui traite pas forcément de la Betclic Elite, mais de l'Euroleague et du coup qui t'amène aussi toi à observer pas mal de joueurs. Ouais, ben ça fait 4 ans qu'on existe, The Upset Media, donc à retrouver sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et X. Voilà, on parle de l'actualité de l'Euroleague. On fait des émissions, soit on fait des résumés des journées qui viennent de se passer, mais aussi on a deux, trois exercices un peu comme le tien où on s'amuse notamment sur le mode MyGM, comme vous pouvez retrouver sur Touquet, où on essaye de prendre une équipe en difficulté et de reconstruire cette équipe en leur amenant un petit plus via des mercatos totalement fantaisistes pour certains et pour nous assez souvent réalistes. Le dernier en date, c'est l'arrivée de Weiler Bab à l'Anadolu qu'on avait annoncé dans un de nos épisodes. Donc voilà, on s'amuse autour du basket européen qu'on aime beaucoup et forcément on regarde énormément de matchs, que ce soit Euroleague mais aussi de tout le basket européen pour forcément trouver des joueurs, essayer de savoir qui va rejoindre cette Euroleague. Et des fois, on est loin de la réalité puisqu'on n'avait pas aperçu un Dinwiddie arriver du côté du Bayern Munich, par exemple. Voilà, donc des fois, la réalité dépasse un peu le fantasme. Exactement. Et ben ça va être aussi tout l'exercice d'aujourd'hui d'être un petit peu dans le fantasme. Donc pour ceux qui découvriraient pour la première fois ce type d'émission, en quoi ça va consister? C'est très simple. C'est une émission spéciale conclusion hâtive. Donc il y a eu 5 à 6 journées qui ont été disputées pour l'instant en Betclic Elite. Donc autant dire que c'est quand même assez tôt pour tirer des enseignements vraiment très fiables sur la suite de la saison. Mais on va quand même essayer de se prêter à l'exercice et on va essayer de déterminer quels sont avec le début de saison, eh bien, nos conclusions hâtives. Il y en a qui vont être plus ou moins explosives. Pour commencer, ben, Romain, je te laisse la parole. Quelle est ta première conclusion hâtive? Alors, avant de me faire tirer dessus, sachez que toutes mes takes n'ont rien de personnel envers les joueurs ou les clubs. Mais bon, il faut se C'est lancer. important à préciser. C'est important. J'aime tout le monde. Sachez-le, j'aime tout le monde. Non, ma première take, c'est que j'ai une très grosse inquiétude autour de Philippe Da Silva et de Saint-Quentin. Voilà, donc dans la balance, au choix, soit lui qui risque d'être coupé, soit le club qui risque d'être en difficulté, donc soit passer par les espèces de play-down avec la Pro B, voire la relégation, même si, attention, je vois plus faible quand même. Mais je suis très inquiet pour Saint-Quentin et Philippe Da Silva. Pour l'instant, ils sont à une victoire, 4 défaites. Donc il y a une seule victoire contre Gravelines, et puis après, ils ont perdu contre Boulazac, Lasvel, Chalon et le CSP. L'effectif, j'ai l'impression qu'il y a une très très grosse dépendance à Johnson, même si Caroline et Kior essayent d'amener quelque chose. Mais vraiment, je les ai regardés et je trouve ça, sur la longueur d'un championnat, j'ai l'impression que c'est assez faiblard, même si, attention, hein, il y a des joueurs qui sont encore blessés. Bouko a une hernie discale, Dali a été blessé au mollet. Voilà, mais est-ce que ça changera vraiment le visage de l'équipe? Je ne sais pas. Da Silva, gros point d'interrogation, parce que l'année dernière à Nanterre, ça n'a pas été très très brillant. Ils ont fini 13e avec 11 victoires, 19 défaites. Donc voilà, j'ai un gros doute. Il y a une grosse zone d'ombre sur Saint-Quentin. Et surtout, quand vous regardez le calendrier jusqu'à janvier, c'est coton. Donc déjà qu'ils n'en prennent pas beaucoup. Là, la fin de l'année 2025 peut être très très dure. Donc voilà, ma première take, c'est grosse inquiétude autour de Saint-Quentin pour leur année. Ouais, bah je te rejoins complètement, hein. J'ai une autre takes
qui est un petit peu dans ce style-là. Je pense que du coup, je vais la monter d'un cran et je l'annoncerai après, puisqu'elle concerne aussi une autre équipe. Mais ouais, Saint-Quentin, je suis un petit peu inquiet comme toi. Je trouve qu'en termes de talent, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un petit peu plus de talent en fait l'année dernière du côté de Saint-Quentin. Philippe Da Silva, il prend la place de Julien Mahé, donc c'est pas forcément un cadeau par rapport au fait que on, on a eu peut-être très vite trop d'attentes en fait autour de Saint-Quentin, mais c'est un club qui reste un club avec des moyens super limités et qui a surperformé les Ouais, précédentes c'est années. ça Donc aussi, hein. par rapport à ça, aujourd'hui, est-ce qu'on serait pas au final sur un début de saison assez logique de Saint-Quentin par rapport à leurs moyens, même si c'est vrai qu'on pouvait quand même s'attendre à un petit peu mieux. Donc oui, forcément un petit peu inquiet. 4 défaites en 5 matchs. Ils ont joué les yeux, c'est ça aussi qui est paradoxal, ils ont joué dans les yeux avec Lasvel et Chalon. Bon, ça s'est terminé par des défaites, mais tu dis que ça peut être intéressant. Et à côté de ça, ils en prennent 18 à Boulazac et à Limoges. Donc même là, en termes de point average, face à des équipes. Alors, je ne vais pas dire que Boulazac et Limoges joueront le maintien, mais quoique, on ne sait pas. En tout cas, Boulazac est promu et l'année dernière, Limoges jouait le maintien. Donc, se Ouais. prendre moins 18 face à ce type d'équipe qui, pour moi, ne terminera pas dans le top 6-8, c'est c'est déjà un petit peu inquiétant, effectivement. Et effectivement, si le SQBB ne redresse pas vite la barre, eh bien, on pourrait peut-être avoir un petit peu peur pour Philippe Da Silva. Je te rejoins complètement, ouais. Va vraiment falloir remporter les matchs. Et chose super intéressante à noter, c'est que aujourd'hui, on tourne cette vidéo, on est le 31 octobre. Ce soir, Ce soir, ouais. Saint-Quentin reçoit Nanterre. Donc voilà. Philippe Le Da Silva qui était storytelling à est parfait. Nanterre et le storytelling est parfait. Du coup, on verra effectivement si ça va être un petit peu une bulle d'oxygène ce soir avec une victoire de Saint-Quentin ou au final, est-ce que Saint-Quentin va un petit peu plus du coup s'enliser en fin de classement, quoi. Écoute, je te propose de faire ma transition assez rapide du coup vers Maotex. La mienne, c'était que la première équipe à changer d'entraîneur sera au choix, soit Saint-Quentin, soit Nancy. Donc Tu vois, on est pas mal. Saint-Quentin, du coup, ouais, il y a peut-être pas forcément besoin de revenir dessus. Du coup, peut-être quelques mots sur Nancy. Honnêtement, pour moi, c'est les deux équipes avec qui j'ai un petit peu plus de mal pour l'instant sur ce début de saison, qui sont vraiment sur cours alternatif. Donc, j'ai parlé un petit peu du côté paradoxal du SQBB qui joue les yeux dans les yeux avec Chalon et Lasvel, qui sont quand même de grosses équipes, mais à côté de ça, ils en prennent pas mal à Boulazac et à Limoges. Nancy, j'ai l'impression que c'est encore pire. Nancy, c'est vraiment une équipe de bipolaire. Le premier match, ils en prennent 44 en ouverture face à Lasvel, avec des blessés, certes, mais ils en prennent quand même 44, hein. 44, c'est quand même un beau chiffre. Ils en prennent aussi plus récemment 28 à Gravelines, Gravelines qui était Ouais. en grosse difficulté. Et à côté de ça, ils gagnent de 22 points à Boulazac et de 32 points face à Limoges. Donc, en fait, tu sais pas du tout où te situer avec Nancy. Et là où le recrutement devait être un petit peu plus homogène, comparé à l'année dernière où il y avait vraiment une dépendance au duo Clements et Thompson, bah malheureusement, j'ai l'impression que cette année, on va encore repartir sur un effectif qui va être dépendant à un joueur qui est Landers Nollet. Et à côté de ça, d'un match à l'autre, en fait, tu sais pas trop sur qui tu vas pouvoir compter. Et je pense que les objectifs cette année de Nancy, c'était de pouvoir viser les playoffs via le Oh, bah oui. play-in. Pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à voir en fait Nancy accrocher le play-in parce qu'ils sont trop irréguliers. Pour moi, l'effectif est pas forcément super bien construit. Et donc, si les résultats ne sont pas vite pas là et qu'il y a des grosses défaites encore qui s'enchaînent, je pense attention à Sylvain Lottier. Et c'est un petit peu le même constat avec un petit peu moins d'irrégularité pour Philippe Da Silva. Ouais, mais je pense que peut-être Lotier aura peut-être un peu plus de temps. En plus de Ouais, c'est souvenirs, ça, il voulait il y aura un changer peu de plus de temps. style aussi. Je crois qu'il avait demandé un peu plus de dureté et de défense. Mais effectivement, moi je vois ces stats, elles sont un petit peu flatteuses, mais je m'attendais à peut-être un petit peu plus de Fleming que j'avais découvert à son Ouais. premier passage en France. Je me dis, il revient avec un petit aura au-dessus de la tête. Il a fait des Coupes d'Europe. Et pour l'instant, ben, j'ai peut-être ça manque un peu de stabilité peut-être pour lui. Il y a du talent en tout cas dans cette équipe. Il y a de quoi faire. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur le coaching. Euh, alors pareil, c'est pas pour dire du mal, mais je suis quelqu'un qui pense qu'il y a une certaine génération de coachs qui Mm. devrait changer et laisser sa place. Lui en fait partie.
notamment. Moi, je dis ça avec le prisme de l'Euroleague que je suis beaucoup, où il y a des coachs que j'aime et que j'admire, mais qui sont peut-être plus dans l'air du temps. Euh, T'es fan du Partizan, Antoine? Ou Peut-être, je sais pas, tu me connais peut-être et ouais. peut-être que tu as visé juste. Même si je pense que ça vise peut-être un petit peu plus Ettore Messina. Mais Ou Scariolo en ce moment, on sait pas trop sur quel pied danser. Mais voilà, peut-être que Sylvain Lautier n'est peut-être pas fait pour commander une équipe comme celle-ci. Après, voilà, il va me démontrer le contraire. Je suis loin d'être un coach référencé et loin d'avoir sa carrière. Mais je pense que cette équipe de Nancy, effectivement, en a peut-être un peu plus sous le pied que ce qu'elle laisse présager là ces derniers temps, quoi. ouais. Alors effectivement, je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis qu'il aura potentiellement plus de temps en fait que Philippe Da Silva. D'ailleurs, les résultats n'étaient pas non plus flamboyants et incroyables l'année dernière, et c'est pas pour autant que j'ai eu l'impression que Sylvain Lottier a été en danger. Donc je pense effectivement que en fait, si ça va pas, il pourra au moins réajuster l'effectif. Est-ce que ça ira jusque-là pour Philippe Da Silva s'il n'a pas des résultats assez vite? J'en suis pas sûr. Mais ouais, sur la construction de l'effectif, pour l'instant, pour moi, il y a un truc qui cloche du côté de Nancy. Après, il faut voir aussi avec le retour de, de leur intérieur Stéphane Gombeau, qui devait Ouais. quand même avoir un rôle assez important dans cette équipe, qui a raté le début de la saison, qui va revenir, même si son pigiste médical, Brunning, a été tout à fait correct. Je pense que ça a aussi fait du mal peut-être à Nancy, l'absence de Gombeau, même si c'est pas avec Gombeau que tu expliques que tu en prennes 44 face à Lasvel et 28 à Gravelines. Donc ça montre Ouais. qu'il y a, c'est une équipe voilà, qui se cherche encore. Enchaînons, peut-être avec des takes un petit peu plus réjouissantes. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Oui, effectivement, celle-ci, elle est positive et puis je pense elle va beaucoup te plaire parce que je te connais assez et ton parcours aussi pour que ça te plaise. Moi, je mise sur un doublé de Lucas Duféal en tant que défenseur de l'année. Ok, Pour moi, il n'y a même pas de débat. j'y ai Voilà. pensé. Voilà, et ben pour moi, je suis sûr qu'il va faire le doublé. Quand je dis doublé, c'est pour ceux qui suivent pas, c'est qu'il a été en Élite 2 l'année dernière. Voilà. Et donc maintenant, il est en train de prendre ses aises dans la peinture du MSB. Et pour moi, il va l'être. Donc il a 22 ans. Il tourne à 2 contres de moyenne, quasiment une interception. Et puis au-delà de ça, parce que des fois les statistiques ne disent pas tout, mais c'est que le garçon, il fait 2 m 2, 2 m 4. Je le trouve terriblement long. Ouais, Quand il déplie les bras, il est long, il a une c'est un envergure folle. pélican. Et puis voilà, c'est ça, c'est un pélican. Et bah, y a un mec qui vient au cercle, lui, il a pas peur d'y mettre la tête, le petit doigt. Enfin, il y en a, il fera un pas de côté, il se reculerait. Lui, il y va, il a pas peur du contact. Et du coup, ben, moi aussi, je le regarde en Betclic Elite, mais j'ai regardé aussi des matchs de BCL et c'est le même, quoi. Il défend, il est toujours dans l'énergie. Et je le trouve ultra intéressant sur ce rideau-là. Il sait que de toute façon, autour, bah, il y a les pistoleros qu'il faut, les mecs qui vont mettre des points. Lui, il fait son travail. Dans l'ombre, il prend ce qu'il y a à prendre. Mais par contre, en défense, il se la donne. Il vient au contact. Il est là toujours pour essayer de sécuriser la raquette. Et je le trouve très impressionnant. Je ne l'avais pas vraiment suivi en Elite 2 parce que bah, des fois, il faut faire des choix dans ce qu'on regarde. Mais en tout cas, depuis que je le vois sous les couleurs du MSB, je suis vraiment, vraiment très, très surpris de ce garçon qui à mon avis, va faire beaucoup de bruit dans les années à venir. Ouais, bah, je te rejoins complètement. Pour moi, oui, c'est pas une surprise, hein. Je peux le voir du coup depuis quelques années maintenant, vu qu'il était à Vichy. Il était, comme tu l'as dit, défenseur de l'année la saison dernière. Un très très gros contreur. Un vrai instinct en fait, un vrai sens du contre, un vrai sens du timing également. Comme tu dis, il est très long, il est très actif, il est capable aussi de faire pas mal d'interceptions. Il défend très bien, il se place très bien. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il tourne déjà à 2 contres, alors qu'il est vraiment dans une phase de découverte du coup du haut niveau. Si je fais le parallèle avec l'année dernière, du coup, Noah Penda. Donc Noah Penda, certes, il était plus jeune, il a peut-être un potentiel qui était aussi peut-être un petit peu plus élevé. Noah Penda, en fait, dès le début de la saison, il était prêt. Lucas Duféal, il montre que oui, il y aura de l'irrégularité dans son apport, notamment d'un point de vue offensif. Par contre, défensivement, il apporte en fait déjà. Et je pense que plus la saison va avancer, plus il va être à l'aise en fait
en élite, il va potentiellement aussi avoir un petit peu plus de minutes. Et ben, tout simplement, en fait, il se sera déjà frotté pendant une demi-saison à toute cette adversité. Et je pense qu'il va encore plus performer plus la saison va avancer. Et ce qui me fait dire que je peux potentiellement y croire aussi, c'est qu'à côté, il y a peut-être des joueurs dans le secteur intérieur dont j'attendais un petit peu plus au MSB sur ce début de saison. Jonathan Jeanne, Tashon Thomas, Willy Guettet. J'attendais un petit peu plus par rapport à ce qu'ils ont montré l'année dernière. Mm. Donc je pense que en fait, Lucas Duféal, ben, si ça se trouve, en fait, d'ici la fin de la saison, ça aussi c'est peut-être une texte, mais c'est peut-être lui en fait le meilleur intérieur du MSB en fin de saison. Donc potentiellement, j'y crois vraiment, même s'il y aura de la concurrence. Parce qu'à côté, tu as des Alpha Diallo qui revient souvent dans la discussion, Ouais, bah etc. oui, hein. Mais il y a un vrai potentiel, effectivement. Ouais. Ouais, et puis tu vois, c'est fou, il joue 21 minutes, donc c'est déjà bien. Mais surtout, sur les 5 matchs qu'il a disputés, il en dispute 3 dans le 5 majeur. Donc il a déjà la Ouais, confiance d'un coach qui le connaît, ouais, évidemment. Mais c'est une belle preuve parce que tu vois, tu disais offensivement, il est encore frustre, effectivement. Il a 20% à 3 points, il a 28% au lancer franc. Mais voilà, il a cette confiance, il joue, il y va, il croque à pleines dents ce qu'il y a à prendre et il le fait très bien, je le trouve très appliqué. Donc c'est des belles promesses pour la suite. ouais, tout à fait. Très, très hâte de voir vraiment ben, sa saison au complet et la manière aussi où va évoluer, où va progresser, parce que ces axes d'amélioration, en fait, on les connaît déjà. Donc, j'ai très, très hâte de voir en fait quel palier il va réussir à franchir cette saison. Moi, no takes, je vais faire une petite transition en disant que c'est peut-être l'année ou jamais pour Lucas Dufial pour être défenseur de l'année, car maintenant je vais parler du futur défenseur de l'année prochaine. Tu vas voir, c'est peut-être un petit peu alambiqué et tiré par les cheveux, ma hot On est take. là pour ça. Ouais, on est là pour ça. C'est que la JL Bourg a fait le style du mercato 2026-2027, donc l'année prochaine, avec la signature de Narcisse Ngoy à cette intersaison. Donc, Narcisse Ngoy, pour ceux qui ne le connaissent pas, il évolue cette année en Élite 2 du côté du PB86, donc de Poitiers. Il a été formé à la chorale de Rouen. Voilà, l'année dernière, il était parti de la chorale, il a évolué du côté de Rouen, sous les ordres de Sylvain Delorme. Et cet été, il a été signé sur un espèce de draft and stash par la JL Bourg, qu'il a dans la foulée prêté au PB86 pour qu'il puisse continuer sa progression. Il doit avoir 19 ans ou 20 ans, je crois, 20 ans peut-être, ou 21 ans, Narcisse Ngoy. Sur ce qu'il nous montre sur ce début de saison en Elite 2, il y a un mot qui le caractérise, c'est la domination. La domination à l'état pur, ses stats, c'est 11 points, 13 rebonds et 3 contres de moyenne pour 22,3 d'évaluation. Donc il tourne en double-double, 3 contres de moyenne, meilleur rebondeur, meilleur contreur. 45% en lancer franc, c'est encore forcément à améliorer sur la partie offensive, mais sur le potentiel défensif, en fait, il est tout simplement dominant. Il y a rien d'autre à dire. En fait, c'est un joueur qui est encore brut, qui a une très très grosse marge de progression. Il a une grosse envergure, il est très grand, mais il est déjà monstrueux au rebond. Et je pense que l'année prochaine, à Bourg, j'espère qu'il sera le deuxième pivot. Parce qu'aujourd'hui, la JL joue avec trois pivots. J'espère qu'il aura du temps de jeu dès l'année prochaine parce qu'il peut vraiment avoir un impact en fait dès la saison prochaine en Betclic Elite. Et je pense que oui, en fait, il peut déjà tourner peut-être à 2 ou 3 contres de moyenne dès la saison prochaine en Betclic Elite avec un fort impact au rebond. Donc pour moi, très clairement, vu la saison qu'il est en train de faire là du côté de Poitiers, sa cote ne va faire que de monter et c'était le bon moment pour la JL qui a eu du nez en fait de le recruter. J'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire la saison prochaine parce que le potentiel est là et ça pour le coup on le savait déjà. Il a aussi évolué dans les équipes de France jeunes en fait, donc son potentiel on le connaît déjà et là il est vraiment en train d'exploser. Ça, c'est très bien vendu. Et pour les gens qui vont regarder, je pense que quand tu sors des takes comme ça, vous pouvez signer. Je pense que dès l'année prochaine, il est pas loin d'avoir raison. Et je te confirme, il a 21 ans, je viens de vérifier. Voilà. Mais puis je pense que en tout cas, il est dans un environnement de travail qui lui va bien Ouais, parce que Poitiers, même si on sait que ça va pas remonter, c'est un environnement fait pour les jeunes, pour qu'ils puissent se développer. Les coachs sont faits dans des trucs comme ça. Dans cette mentalité-là, le club fonctionne très bien. On va pas refaire le passé, mais il y en a tellement qui sont passés ouais, par Poitiers, qui se sont révélés. Et puis derrière, tu arrives à Bourg. Bourg, pareil, ils vont révéler des jeunes, ils vont le faire.
Donc, si le garçon est sérieux et j'en doute pas, au vu de ce que tu annonces comme profil et comme stat, le garçon a l'air de vouloir être sérieux. Bah, je lui souhaite que de bonnes choses. En tout cas, l'environnement est plutôt bon. C'est ça, c'est un peu sky is the limit. Alors, il va falloir qu'il travaille aussi sur son gabarit. On parlait du gabarit très longiligne de Lucas Duféal. On n'est pas du tout sur le même morphotype. Il est un petit peu plus lourd, un petit Ouais. peu plus pâteau pour le moment. Il peut encore travailler sur sa mobilité, mais c'est super intéressant quand tu parles de l'environnement. Ouais, Poitiers, c'est un club formateur et surtout que, bah, en fait, Poitiers lui a pas mis de gros postes 5 en fait devant lui. Donc là, il a vraiment les clés du camion. Il joue beaucoup, il va faire des erreurs, il va apprendre. Et quand on voit aussi comment la GL travaille avec les intérieurs, enfin, je veux dire, Kevin Kokila, on est l'exemple parfait. Kevin Bah ouais. Kokila, c'était nobody. Et quand on voit ce qu'il est devenu maintenant, quand on voit aussi ce que Jean-Marc Pansa est devenu en étant en Pro B, et aussi le début là de saison de Ivan Baya, qui est aussi super intéressant, qui venait de Pro B. En fait, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que ça marche pas pour Narcisse Ngoy l'année prochaine. Ouais, voilà, comme tu dis, peut-être le seul truc sur lequel il faut faire attention, c'est ses physiques très particuliers, Ouais. les très grands, un peu lourds. Attention aux articulations, à ce qu'ils vont en faire. La moindre blessure en bas du corps, ça va devenir très problématique. Mais voilà, ça après, des fois, on peut faire n'importe quoi. Si ça craque, ça craque. Mais en tout cas, si c'est que ça pour lui à faire attention, on va croiser les doigts. Mais le reste, c'est que du bonheur. On peut s'attendre à de très belles surprises en tout cas. Ouais, j'y crois beaucoup. En plus, il est formé à Rouen, donc c'est vrai que Oui, je le connais un toi, petit t'es peu. gagnant partout, toi. C'est un peu ça, ouais. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que déjà, on avait vu des bribes de son potentiel. En fait, l'année où Rouen est descendu, avec Jean-Denis Choulet, en fait, il avait déjà eu quelques minutes, il y avait eu des problèmes de blessure. Sur certains matchs, il jouait 4, 5, 10 minutes, et déjà, on voyait son potentiel défensif. Il est très grand, je ne sais pas combien il mesure, peut-être 2,9 m, 2,10 m, voire peut-être même un petit peu plus. Il a Alors, un vrai annoncé sens. 2,14 m dans le guide de la saison. Ouais, c'est possible, 2,14 m. Il a un vrai sens du contre et il a une envergure qui est monumentale. J'y crois beaucoup. Et bien voilà, ça sera dit en avant-première sur la chaîne de Backcourt. Exactement. Troisième hot takes, maintenant. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé? Bon, je me suis dit c'était le moment pour le placer, comme ça après on n'y pense plus, mais il va falloir que je parle de ça, de ce petit club derrière moi, voilà, de Limoges. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent pas, je suis de Limoges, donc forcément baigné dans le CSP à fond depuis des années. Et pour moi, le CSP réussira à rejoindre à minima le play-in, À mais minima. oui, je vais aller plus loin. Je pense qu'ils peuvent accrocher les playoffs. Voilà, ça sera ma Waouh. take tête la plus chaude du moment. Évidemment, il faut que je commence à penser à tout ça pour que d'un coup, il y ait 2, 3, 4, 5 blessés et qu'on soit obligé de jouer avec des U18 pour s'en Ouais. sortir. Mais en vrai, cette équipe, elle est très surprenante. Euh, pour l'instant, j'ai un problème avec le fond de jeu proposé. Je me suis fait tomber dessus, mais c'est pas grave, je persiste et je signe. Pour moi, il y a un fond de jeu qui est encore très particulier. En même temps, le collectif s'est construit avec les arrivées au compte-gouttes du coach, de Guisset, de Stergaard, etc. Mais je sens qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps à Limoges, c'est cette dévotion et ce don de soi des joueurs. Et pour moi, alors ça c'est une hot take dans la hot take, mais à l'image de notre Slovène, je pense qu'il représente le joueur le plus important de ce collectif. Alors oui, on a Nicolas Lang, je ne vais pas cracher dessus, au contraire, merci pour ce qu'il fait encore maintenant et ce qu'il a fait déjà avant. Oui, on a Franklin qui va mettre des points. Oui, on a Gavin Noir qui, désolé pour les Dijonais, mais nous, il est arrivé plutôt en forme et il fait des bonnes choses. Mais pour moi, la pièce maîtresse, c'est notre Slovène parce qu'il est exactement dans le profil que cherche le CSP. Et quand je dis le CSP, c'est la ville de Limoges, les fans du CSP. C'est quelqu'un qui va être des deux côtés, qui va être à 100% tout le temps. Et en fait, autour de ça, mais je me dis, il fait du très bon travail et il y a du talent autour. Alors, on attend toujours l'éclosion de Mason parce qu'il est à moitié blessé, il est un peu timide sur ce début de saison. J'ai envie de lui tomber dessus, mais j'arrive à lui trouver des circonstances atténuantes.
On a Lewis qui est en train de prendre un petit peu le pouls là en ce moment de bon et bien sûr quand je dis ça il est blessé mais sur les dernières sorties il a fait de très bonnes choses et je trouve qu'il est en train de se mettre au diapason coaché par cet entraîneur qui est pareil dans l'énergie, il va capter l'énergie du public, il essaye de se nourrir de ça, il essaye de nourrir son effectif de tout ça. Il est très malin sur toutes les rotations défensives. Il fait péter des plombs à plus d'une équipe, à plus d'un adversaire. Et ben ouais, en fait, j'ai envie d'y croire. On n'a pas été en playoff, j'ai marqué depuis 2021-2022. Donc chez nous, c'est une éternité. Voilà, pour certains clubs, c'est une habitude. Pour nous, c'est une éternité. Mais voilà, je pense que une fois qu'on aura un effectif au complet, en forme, et pas avec des U18, des U21 ou l'arrivée de Théo Magritte pour faire le complément, j'ai l'impression que cet effectif, bah ouais, il peut faire quelque chose et aller titiller. Alors je dis pas on va pas être champion de France, hein. Loin de moi cette idée, on n'est pas dans cette cour-là. Mais j'ai envie de croire à minima un retour en play-in et on ne sait pas sur voilà, un beau blanc incandescent, puisqu'on pour l'instant on s'est gagné que à la maison et encore on s'est fait surprendre par le Portel. Mais voilà, je pense que le CSP est capable, en a sous le coude et je serai le premier ravi parce que Dieu sait que je les critique souvent, mais c'est aussi parce que je les aime. Mais j'ai envie de les voir en play-in, voire en play-off. Bah, super intéressant, intéressant ces textures sur Limoges. J'avoue que j'ai du mal encore à les jauger et à évaluer le potentiel réel de cet effectif. Pour tout te dire, j'avais une première take sur Limoges que j'ai transformée en une autre, que je pense que je ne dirai pas, mais je peux quand même la dire du coup. J'avais mis que Limoges était un bon meneur de retrouver les playoffs. Et forcément, j'avais un petit peu envie de tomber sur Frank Mason, qui certes a des circonstances atténuantes. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion il est réellement gêné, même si c'est vrai que en termes d'adresse, il est assez cataclysmique sur ce début de saison. Mais même en étant diminué pour tirer, tu dois être capable en fait De d'impacter le faire jeu. plus. Ouais, c'est ça, d'une autre manière. Et pour l'instant, en fait, je retrouve pas ce côté. Alors oui, c'est un meneur a priori scoreur, mais même dans l'installation des systèmes, dans l'énergie que tu mets sur le terrain, sur ton body language aussi, pour l'instant, j'ai pas vu énormément de choses positives de la part de Mason. Donc pour l'instant, pour moi, c'est une vraie déception. C'est une vraie déception. Mais au-delà de ça, je trouve que l'équipe se bat. L'équipe se bat, l'équipe est touchée par les blessures. Il y a du potentiel, mais j'attends encore, en fait. J'attends encore. Ouais, ben, je suis sur la même lignée que toi, hein. Et de toute façon, on pourrait retrouver le post que j'avais fait, mais j'avais fait un débrief sur le premier ou deuxième match de la saison. Et j'en suis à la même conclusion que toi, c'est que Frank Mason, pour moi, ok, c'est un beau CV, c'est un beau nom, on sait ce qu'il est capable de faire. Malheureusement, pour l'instant, il ne le fait pas. Et je suis d'accord avec toi, pour moi, il faudrait le changer. Je l'aurais peut-être déjà pas pris, mais je suis pas GM de club. Mais je suis d'accord, il manque une pièce et potentiellement c'est lui. Limite, j'ai presque envie d'excuser Justin Lewis pour avoir été dur avec lui, parce que j'ai l'impression qu'il est capable de plus de choses. Frank Mason, le mec arrive très discret, avec une sale réputation laissée à Nancy ou une fin qui n'était pas terrible. Il y avait quand même quelques red flags sur l'arrivée de ce joueur. À lui de prouver le contraire, si c'est un joueur avec un peu d'ego, et Dieu sait qu'à ce niveau-là, ils en ont forcément un petit peu, à lui de prouver le contraire, et quand il va revenir en forme, il n'y a pas de Coupe d'Europe à jouer, donc c'est tous les samedis, il va falloir que tu te la mettes, mon garçon. Ouais, Et si lui commence à faire la différence, on est bon. Mais pour l'instant, le meneur, entre guillemets, celui que je trouve le plus intéressant, balle en main, à c'est ce Sterling. niveau-là, c'est Stergar. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est lui la pierre angulaire. Et je préfère même Vincent à la place de Mason sur le terrain. Totalement. Et c'est un petit peu là le crève-cœur du début de saison, c'est que Vincent Amselen, qui commençait très bien, du coup, s'est blessé. Donc tu vas récupérer Théo Magritte pour le remplacer, qui a été plutôt pas mal hein, du côté de Boulazac. Mais tant que Frank Mason, en fait, il restera à ce niveau-là, il manquera une menace toujours, même avec Théo Magritte, en fait, sur le poste 1. Et oui, Nicolas Lang, effectivement, sur certaines, par séquence, en fait, il peut, entre guillemets, mener le jeu. Alors, c'est pas qu'il mène le jeu, mais c'est plutôt qu'il est plutôt utilisé assez haut. Au final, il est plutôt là Mm. pour créer des décalages, mais tu te coupes aussi de sa faculté à être une menace. Et sur les derniers matchs, sans meneur,
on l'a vu en fait, hein, alors sans avoir un 90% en 7 tirs où il met 16 points, je crois, contre je sais plus quelle équipe, Saint-Quentin, il me semble, et où là il est d'une efficacité redoutable, mais même face au Portel, au final on voit que au final, Nicolas Lang, même avec 40 minutes, en fait, il est obligé de faire d'autres choses, qui fait que il est pas là au scoring. Et tu as besoin d'avoir Nicolas Lang qui est au scoring parce qu'il va te créer tellement de décalage parce que les défenses vont le surveiller. Alors que s'il est très haut, qu'il est pris à deux, qu'il va créer des décalages, ok, mais tu as besoin d'avoir Nicolas Lang qui soit présent en fait et qui prenne plus de tirs que 5 à 6 tirs parce qu'il est obligé de mener le jeu en fait, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, si Frank Mason il est blessé, parce que là il a raté le match contre le Portel, il a été ménagé a priori, il va peut-être revenir du coup au prochain match. J'ai pas envie d'avoir un Frank Mason à 50%. Autant l'arrêter, prendre un pigiste médical et voir comment ça va avec un pigiste médical plutôt que d'avoir un Frank Mason à 50% qui malheureusement pour l'instant n'apporte rien. Ouais, c'est clair. Et pour revenir un petit peu sur le fond de jeu, quand on a un Mamadou Guissé dans l'effectif et qu'on voit un petit peu les bombes qu'il y a autour, et surtout la difficulté qu'on a à poser des systèmes, parce que des fois c'est très très compliqué, c'est le match contre qui? Bah, contre Saint-Quentin, je crois, ou le match d'avant, où plusieurs fois en première période, tu es repoussé aux 24 secondes, etc. Parce qu'en fait, il y a des moments où on est inefficace en attaque. Ben, j'ai été très surpris, notamment avec Mamadou Guissé, de se dire ben, on défend fort, parce que ça, notre coach, il le fait très bien de défendre. Mais en fait, miser sur du jeu de contre-attaque, sur du jeu de relance, du Ouais. jeu de transition, au moins identifier clairement votre style de jeu, plutôt que d'essayer de vous enfoncer, parce que des fois en attaque, c'est poussif, c'est très compliqué. Jouez la carte à fond, vous avez des avions de chasse à côté, et ça va être très très bien. Et Guissé, je pense qu'il serait parfait dans ce rôle, parce que Mamadou Guissé, il ne faut pas lui demander d'artiller à 3 points. Il y a encore des choses sur lesquelles il est encore très juste. Euh, mais voilà, jouez à fond, jouez à fond. Vous avez tous les éléments pour le faire. Et peut-être que là, on arrivera à se stabiliser et à gagner à l'extérieur aussi, ce qui ferait pas de mal dans le bilan comptable. Ouais, tout à fait. Et puis, ouais, petite mention quand même à Nicolas Lang, qui me semble tourne à 70% de réussite à 3 points. Donc, il avait super bien démarré la saison dernière. Il fait encore mieux cette année en début d'exercice. Je pensais honnêtement pas que c'était possible. Enfin, c'est clairement le meilleur shooter du championnat, non? Alors, je sais qu'il y a David Dileo, qu'il y a Trevor Hodgins, mais Nicolas Lang, quoi. Enfin, je veux dire. Ah ouais, puis moi je me suis emballé très tôt parce que quand on avait reçu, c'était qui? C'était Wilfried Diéguété ou Léo Westerman, j'avais chambré en disant que un jour j'aimerais bien prendre Nicolas Lang sur un concours à 3 points. Bon, hein, on va peut-être se calmer. Mais allez, pour la science, on peut essayer. Mais là, j'avais déjà très peu de chance. Là, c'est quasiment terminé. Ouais, franchement, il est incroyable. Mais avec un Nicolas Lang à ce niveau-là, effectivement, j'ai envie de revoir le CSP en playoff. Il y a quand même beaucoup de concurrence, donc c'est tout ce que j'espère du coup au CSP. On verra effectivement quand l'effectif sera un peu plus au complet ce que Limoges va pouvoir proposer. Mais à mon avis, ça passera quand même par un vrai apport significatif quand même au poste 1. C'est clair, c'est clair. De mon côté, après avoir parlé de Limoges, j'ai envie de parler de Cholet. Et je vais parler d'un joueur de Cholet qui, pour moi, aura le titre de la meilleure progression de l'année. L'année dernière, c'était Clément Frisch. J'ai envie de parler de monsieur Nathan De Souza. Alors, Nathan De Souza, en fait, je l'avais déjà mentionné dans la vidéo hot text de la saison dernière. J'avais dit que Nathan devait être appelé pour les fenêtres internationales. Aujourd'hui, pour moi, c'est différent. Il doit être le MIP. Très clairement, je pense que c'est un joueur, alors peut-être à tort, mais je pense que on ne mentionne pas assez ce joueur. En tout cas, c'est pas le premier joueur auquel on pense forcément. C'est pas le joueur qui a la plus grosse cote, mais c'est un vrai bon joueur de basket. Il est encore jeune, hein, il a que 22 ans. C'est déjà un floor général sur le parquet, et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est un leader, un meneur d'hommes. Et je trouve qu'il y a une bascule assez naturelle qui est en train de se créer en fait entre le fait que TJ Campbell, voilà, il commence petit à petit à être sur le déclin. On parle peut-être de sa dernière saison. Et de l'autre côté, tu as Nathan De Souza, un petit peu dans le profil de TJ Campbell, vraiment le joueur qui va commencer à amener de la sérénité, le vrai patron, qui vraiment est sur la pente ascendante. Et je suis pas loin de penser que cette équipe, c'est peut-être plus l'équipe de TJ Campbell, mais c'est peut-être en train de devenir l'équipe de Nathan De Souza qui fait très très bien tourner la boutique et qui est aussi de plus en plus agressif au scoring vers le cercle
Son pourcentage a augmenté. Il est dans le top 5 du meilleur passeur. C'est le cinquième passeur du championnat. Donc ouais, très clairement, j'ai envie qu'il soit récompensé cette année, Nathan de Souza, et sur ce qui monte sur le début de saison, pour moi, eh bien oui, je pourrais lui décerner sans problème le titre de meilleure progression de l'année. Bon, ce serait pas immérité. Enfin, quand je vois qu'un gamin de son âge a moins de 20 minutes de temps de jeu, propose ses stats, alors pour ceux qui les ont pas, c'est quasiment 11 points, 2,4 rebonds, 5,8 passes, 13 dévals en 19 minutes à son âge, dans une machine qui ronronne très très bien, sans jamais commencer un match, parce que du coup, il a fait 5 matchs et aucun comme titulaire. Voilà, on a la présence d'un meneur grande taille qui, à mon avis, tient les clés de quelque chose de très très bon pour la suite de sa carrière. Ouais. Regardez mon regard, hein, je ne veux pas prêcher pour notre paroisse à nous, mais à mon avis, ça risque de potentiellement titiller des grosses compétitions européennes pour ce garçon. Ah, franchement, en plus, il a les baloches. C'est un joueur qui a du tempérament, qui se la donne aussi en défense. Très clairement, il a été gagné sa place hein, l'année dernière du côté de Cholet. L'année dernière, il a été gagné sa place. Hein. Fabrice Lefrançois voulait aussi intégrer Mathéo Loret, du coup, l'année dernière, qui a fait le choix de rester à La Rochelle. C'est un battant, c'est un vrai battant Nathan de Souza. J'ai envie qu'il soit récompensé. Et c'est aussi, je trouve, important de ne pas s'arrêter juste aux stats et effectivement, comme tu l'as fait, de le ramener au temps de jeu. Cholet joue avec énormément de rotation. Les temps de jeu sont répartis. L'année dernière, j'aurais pu dire exactement la même chose sur Gérald Ayayi aussi, qui a connu un petit peu une explosion vraiment dans son utilisation, dans son impact aussi qu'il avait. Et cette année, j'ai l'impression que c'est plutôt Nathan de Souza, du coup. Donc, avec relativement peu de temps de jeu, des minutes réparties entre lui et TJ Campbell, et aussi un petit peu de plus en plus Aaron Nancy, ce qui pourrait peut-être aussi le desservir sur le temps de jeu. Bah ouais, j'ai l'impression que Nathan de Souza, en fait, ça y est, c'est potentiellement son année et il mérite un petit peu la lumière. Ben, ce serait cool parce que en plus Cholet mérite beaucoup d'attention sur le travail qu'ils font ces dernières Ouais. saisons et des gamins comme ça qui sont du cru, qui travaillent bien dans un basket où on est de plus en plus sur de l'américain où voilà les mecs qui font parler d'eux c'est souvent des étrangers. Euh, Allez, exception Nadir Rifi pour Paris. Mais je veux dire, c'est cool d'avoir des gamins comme ça qui sont pas tout le temps dans la lumière, qui sont discrets, mais qui taffent dans l'ombre, qui font tout pour réussir. Ils réussissent collectivement, ils se récompensent individuellement. En fait, c'est que du bonus. Et puis, alors, je sais pas toi comment tu le vois, mais c'est ce genre de gars que nous, on appelle les joueurs chouchous. C'est vraiment des gars qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de mettre en avant parce qu'on n'en Grave. parle pas assez. Tu vois, et là, tu le fais très bien. Et même si pour certains, ça sera peut-être un peu trop de dire que c'est le MIP, bah non, justement, il faut mettre ces garçons en avant parce qu'ils le méritent. Et c'est hyper cool d'avoir ce genre de joueurs. Penser aussi plus large, c'est potentiellement des garçons qui vont nous aider sur des fenêtres internationales, qui Ouais. vont être là pour travailler, faire les déplacements à Chypre sur des matchs un peu casse-cou. Donc non, non, très 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 bien et je te rejoins parfaitement. Et puis grosse pensée à toute l'équipe de Cholet. Je passe le bonjour à Benjamin Villéger, l'assistant coach que je connais. Et, non, non, très cool, très très cool. Ouais, ils font vraiment du super travail. Bah, c'est la formation Schultez, hein. Franchement, que dire de plus? Surtout qu'il ne rentrait pas forcément dans les plans, je pense, initiaux. En tout cas, il n'était pas amené à avoir un rôle aussi important aussitôt. Donc, grand bravo à la formation Schultez et grand bravo aussi à Nathan de Souza qui a clairement été chercher en fait ce qu'il a aujourd'hui parce que personne ne lui a rien donné. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Dans une équipe, moi je te dis, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Puis on en avait parlé, ils ont un jeu atypique parce que c'est très rotation courte, rapide, intensité. Et, alors je sais pas la moyenne de taille, mais on en avait parlé tous les deux une fois. Et j'ai l'impression qu'il y a que des grands chez eux. Et Là, c'est cette année, ouais, c'est impressionnant. Hein. Digue Diawara, physique. Modiara, Jemouni McNeese, Wahab. Ouais, c'est une équipe qui est vraiment tôle. Hein. Ouais, c'est impressionnant. En tout cas, ouais, suivez-les, hein, franchement, que ce soit en Betclic ou en BCL, faites-le, hein. Ouais, exactement. Quatrième hot takes, Romain. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé?
Alors, je me lance un petit peu comme pour le CSP, c'est une équipe coup de cœur cette saison, mais là, j'arrive pas à situer encore leur niveau, mais en tout cas, j'ai l'impression que Nanterre va pouvoir surprendre cette saison. Je suis tombé amoureux de cet effectif, 3-2 pour l'instant, et deux profils que j'aime beaucoup. Zakai Ziegler, vraiment lui, on le découvre tous, hein, il arrive de NCA je crois, mais c'est vraiment un phénomène. Quelques trucs à gommer, notamment ses pertes de balles, mais dans l'intensité, petit meneur, très bon défenseur, là sur les interceptions, et un profil qui passe peut-être un peu inaperçu, mais Donta Scott, que j'aime beaucoup, lui, va falloir que je m'y intéresse vraiment de très près, parce que c'est pareil, si on le retrouve en Eurocup, en Euroleague l'année prochaine ou dans 2 ans, je pense qu'on ne sera pas trop loin de la vérité. Mais ouais, Nanterre fait un très bon travail. Alors, tout en début d'émission, j'ai parlé de Philippe Da Silva. Là, il faut aller sur le sujet Julien May, qui fait un très très bon travail de son côté. On a un gros début de saison de Mathis Dosouyovo. C'est très très plaisant de le voir à ce niveau-là, plus de 15 dévals. Il est très très fort. Et puis autour, il y a un vrai collectif, un vrai groupe solide, des joueurs expérimentés. Il y a Benjamin Sen, Paul Lacombe, Jérémy Sanguine qui est revenu, du Soulier. On a le petit jeune, mais qui est en train de se faire sa place tranquillement près Cachine. Et puis Nanterre garde sous le coude, comme d'habitude, un petit jeune qui est prêt à exploser, qui à mon avis, peut faire du mal. Hein. C'est Yimga Mukuri, si je dis Hugo, ouais. ouais, Hugo, qui m'a beaucoup impressionné sur les matchs que j'ai regardés. Pareil, une belle densité athlétique. Il n'a pas peur de prendre des shoots sur la tête d'un certain Nando De Colo. Voilà, le mec n'a aucune limite, absolument aucun respect pour les anciens. Mais voilà, je suis tombé très très amoureux de cette équipe de Nanterre. J'aimais déjà beaucoup le club, mais cette année plus particulièrement, j'adore le coaching de Julien Mahé. Et donc j'ai l'impression que cette équipe, une fois qu'elle va être vraiment à fond, avoir trouvé son rythme de croisière, je pense elle va en surprendre plus d'un. Contre Lasvel, ça s'est pas joué à grand chose. Il y aurait peut-être 2, 3 retouches à prendre. Je sais pas, Mitchell Saxen, je le sens pas encore bien dans le collectif. Donc voilà, mais en tout cas, Nanterre peut surprendre cette saison et faire de très belles choses. Ouais. J'avais une hot takes aussi sur Nanterre qui fait partie de mes hot takes backup, donc je la dirai pas, mais du coup, ça me donne envie de te challenger un petit peu. Nanterre peut faire de belles choses, ça veut dire quoi concrètement pour toi? Jusqu'où ils peuvent aller en fait? Bah, disons que si je vois le CSP à minima en play-in, j'ai bien envie de pousser le curseur Nanterre à minima ses playoffs. Ok, donc Voilà, c'est donc top top 6. 6. Ouais. Ok. Parce que là, tu vois, en ce moment, ça se joue avec Strasbourg. Je suis pas encore trop emballé par Strasbourg, donc si Nanterre peut piquer la place, je suis pas Ouais. mécontent. Mais pour moi, c'est à minima top 6 pour Nanterre. Ouais, bah je te rejoins, hein, ma hot take, c'était que Nanterre se qualifiera pour les playoffs sans passer par le play-in. Donc moi aussi, en fait, Magnifique. je les sens capables d'aller accrocher ce top 6. Et le parallèle que j'ai envie de faire par rapport à la saison dernière, et qui pour moi, alors peut-être que je surestime ce facteur, mais c'est le fait que, comparé aux équipes avec lesquelles Nanterre pourrait être en concurrence pour les équipes qui pourraient jouer entre la quatrième et la huitième place, c'est que Nanterre ne joue pas de Coupe d'Europe. Et ça peut être un avantage. Il y a beaucoup d'équipes qui vont vraiment cramer énormément d'énergie, qui vont avoir des petits pépins physiques, la fatigue va s'accumuler. Nanterre sera frais, aura du temps de récupération, du temps de préparation des matchs. Et il y a du potentiel dans cette équipe, très clairement, qui est bien coachée cette année. Donc je pense vraiment que Nanterre peut faire peut-être une saison à la Le Mans ou à Chalon en fait de l'année dernière. Chalon de la deuxième partie de saison, Ouais, puisque le ouais. départ avait été un peu compliqué. Donc ouais, pour moi, vraie équipe poil à gratter, je pense. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, il y a du français. Enfin, vraiment, je reviens sur Mathis Dosouyovo, mais c'est tellement Ouais. plaisant de le voir à ce niveau-là, de voir ces garçons éclore à ce niveau et d'être un vrai patron, quoi. C'est chouette. Donc Ouais. voilà, je suis convaincu, ouais, comme toi, qu'ils peuvent surprendre et un top 6 serait pas volé, quoi. Ouais, puis il y a de la profondeur, vraiment, j'ai l'impression, de la profondeur amenée aussi par de la polyvalence avec beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer sur plusieurs positions. Ouais. Et ouais, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient un petit peu oublié le niveau qu'affichait Mathis Dosouyovo à Saint-Quentin,
qui avait fait une excellente saison. Malheureusement, la saison dernière, ça a été compliqué entre l'Allemagne où ça s'était pas bien passé. Et il avait signé au Paris Basketball où il avait peu de temps de jeu. Et on sait que le jeu de Paris Basketball met pas forcément super en avant les intérieurs. Donc là, ouais, c'est chouette de le revoir évoluer à ce niveau-là. Et c'est clairement l'un des meilleurs intérieurs de Betclic Elite. Donc, Ouais, lui, je pense qu'il a déjà sa place pour l'All-Star Game réservée, même si c'est très symbolique, mais au moins ça récompense le début de saison, ouais, quoi. complètement. Très bien. Oui, écoute, moi, ma quatrième hot takes, je l'aime beaucoup et j'ai envie de faire un petit jeu parce que je vais parler du joueur qui est le plus sous-coté de Betclic Elite. Oh, waouh. Je vais essayer de te le faire deviner. Donc, je vais commencer à faire une petite description. Tu vas me dire si tu arrives à reconnaître le joueur. Donc, je suis un joueur français et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous retrouvez, grâce à la description, le joueur dont je veux parler. Donc, je suis un joueur français, j'ai 31 ans, je suis un combo guard, j'ai été formé à Nancy où j'ai passé 4 saisons. J'ai ensuite joué au BCM Gravelines pendant 3 saisons. J'ai passé une saison ensuite à Boulazac, toujours en première division pour rejoindre le club dans lequel je joue actuellement depuis 5 ans. J'ai remporté le concours des meneurs au All-Star Game en 2015, 2016 et 2017. Et cette saison, je suis le troisième passeur du championnat avec 6,4 passes décisives en ne jouant que 21,6 minutes, auxquelles j'ajoute 13,6 points par match. Qui suis-je? J'avoue que dit comme ça, c'est pas facile, hein. Ah, en plus, je me fais la fixette de Boulazac et je suis en train d'essayer de me refaire les effectifs de Boulazac. Un Attends, meneur de meneur. 31 ans qui a été qui a remporté le concours des meneurs au All-Star 2015, 2016, 2017 et qui joue depuis 5 saisons dans le même club. On en a parlé en plus dans cette vidéo. C'est On a- vrai? on l'a très très rapidement mentionné. Ce serait pas juste de dire qu'on en a parlé, on l'a juste mentionné. On l'a mentionné. Donc Tu as attends. mentionné très très furtivement son nom. Moi? Ouais, il n'y a Oh pas mon si Dieu, longtemps que ça en plus. quelle horreur. Putain, je suis un gros naze. Je l'ai mentionné il y a pas longtemps. On a parlé de quoi il y a pas longtemps? On a parlé de Limoges. On a parlé de Nanterre. Ouais, et il est en train de faire, tout simplement, bah, il est sur les bases de sa meilleure saison en carrière. Ah là 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 là. Si les gens ont trouvé, ils vont me pourrir. Bah attends, mais si, mais attends, mais du coup, si j'en ai parlé pas longtemps, attends, Boulazac. Benjamin Sen? Exactement! Ah ben voilà! Exactement! C'est Benjamin Sène. Mais j'avoue que la saison à Boulazac, mais moi, en fait, ça m'a surpris. J'avais oublié qu'il était passé par Boulazac, en fait. J'avais bien Gravelines, j'avais Nancy. J'avais oublié qu'il avait fait cette saison de transition à Boulazac. Mais quel début de saison de Benjamin Sène, qui pour moi est le joueur le plus sous-coté, en fait, de la saison. 21,6 minutes, donc il n'a pas un temps de jeu monstrueux, mais 13,6 points, 6,4 passes. Il est dans le top 5 des meilleurs passeurs, c'est le troisième. Je trouve que le jeu de Julien Amae lui convient totalement. Il est vraiment libre, il a une liberté folle pour s'exprimer. Il prend entre 10 et 14 tirs par match. Il est assez efficace, même s'il a encore une marge de progression, puisqu'il n'est qu'à 24% à 3 points. Et il régale. Enfin, le nombre de caviar qu'il peut donner à Jeremy Senglin, à Mathis Dosuyovo, je trouve qu'il est super impactant en fait sur le début de la saison. Lui aussi, c'est un joueur qui, pour moi, en fait, n'a pas assez la lumière, surtout sur les dernières saisons. Il est très important pour Nanterre. Et clairement, j'aurais pu pousser encore plus la haute tech. J'aimerais voir Benjamin Sen au All-Star Game, en fait, parce qu'il le mérite presque autant que Mathis Dosuyovo, en fait, sur le début de la saison. Mais on n'en parle pas assez. Ouais, et puis malheureusement, on sait que les top équipes vont forcément C'est prendre ça. le plus de lumière. Mais encore une fois, je te rejoins. Et puis j'ai même envie de te dire, est-ce que c'est pas. Alors après, peut-être que les gens me reprendront. Il y a des gens qui l'ont plus suivi que moi, mais est-ce que c'est pas un peu à l'image de sa carrière d'être sous-coté? Je trouve Ouais, il a peut-être pas toujours trouvé l'environnement adéquat pour lui, mais on sait que ce garçon a beaucoup de talent. C'est un mec qu'on aime, je pense qu'on aime tous, à moins que quelqu'un vienne me dire c'est le dernier des tocards, mais je crois pas. Et j'ai l'impression que ouais, c'est un petit peu à l'image de sa carrière. C'est quelqu'un qui est toujours un petit peu dans l'ombre, qui fait ses petits trucs. Mais voilà, encore une fois, une question d'environnement. Et là, Ouais. l'environnement s'appelle beaucoup Julien Mahé, du coup. Et ça va l'aider. Et c'est cool parce que
faut se projeter aussi. Si Nanterre fait une bonne saison, il y aura forcément une petite Coupe d'Europe à aller jouer. Et voilà, ça peut mettre en lumière ces garçons aussi sur une scène internationale et c'est vachement cool. C'est vachement cool. Parce que derrière, on ne se rend pas compte, hein, mais si il y a allez, on va dire un gros club, entre guillemets, mais déjà, si c'est un club espagnol ou etc., qui viennent le chercher, bah, ça peut changer une carrière pour lui, quoi. Alors, bien sûr, on aime quand ils sont chez nous, mais ça peut ouvrir des portes et des perspectives encore plus grandes. Ouais. En tout cas, ouais, j'avais vraiment envie de mentionner le début de saison de Benjamin Séné. Bah ouais, pour moi, il fait partie des joueurs dont on parle pas, parce que voilà, c'est pas une star, c'est pas un meneur américain, c'est un meneur qui est français, qui joue pas dans une grosse équipe. Mais à l'échelle de notre championnat, ça fait 13 ou 14 ans maintenant qu'il est en LNB, et je pense qu'on a tendance parfois à minimiser un petit peu déjà la durabilité de pouvoir jouer autant de temps effectivement à ce niveau-là. Et puis, bah, c'est un joueur qui est vraiment important pour son équipe. C'est un petit peu devenu le cœur de Nanterre. Maintenant, ça fait quand même 5 ans qu'il est là. Et sur le début de la saison, il n'y a pas beaucoup de meneurs qui sont meilleurs que Benjamin Sen. Mais il ne s'appelle pas Mac James, il ne s'appelle pas Eli Okobo. Alors, je ne compare pas le niveau de ces joueurs-là, mais en termes d'efficacité et de ce qu'il apporte à son équipe, je trouve que c'est vraiment du très très haut niveau. Ouais, c'est vrai. Et puis, enfin, tu vois, tu cites Mike James et Okobo, mais pareil, si tu regardes un petit peu certains postes 1-2 auxquels il faut penser, enfin, tu sais, quand tu te dis que tu es au milieu des Mike James, des Jeremiah Hill qui sont très forts, des Justin Robinson, à Strasbourg, il y a qui? Il y a Marcus Keane qui est revenu. Tu vois, Mm. c'est des noms qui tout de suite parlent aux gens. Puis au Ouais. milieu, tu as un petit Benjamin Sen qui se trimballe. Et tu te dis, ah oui, mais quand même. Et c'est là où moi, j'aime bien. Pousser les gens à être très curieux dans le basket, à regarder au-delà de leur club ou des trois gros clubs et Mm. d'aller regarder un match de temps en temps d'une autre équipe parce que des fois on se rend compte qu'il y a des joueurs qui valent vachement le coup aussi. Ouais, complètement. C'est un petit peu à l'image d'un Axel Julien à la JDA Dijon, voilà, qui fait partie des murs du championnat maintenant. Alors peut-être qu'Axel Julien, il a eu une phase où il y a eu une petite hype, peut-être un petit Ouais, peu plus sur Axel Julien que sur Benjamin Sen. Mais on sait tout ce que Axel Julien apporte à la JDA. On n'est pas sur des prototypes de joueurs qui vont te claquer du 25-30 points, et c'est peut-être aussi pour ça, du coup, qu'ils ne sont pas mis autant en avant. Mais dans ce qu'ils apportent, c'est des joueurs qui... Bah, entre guillemets, ça fait aussi un petit peu partie de l'identité du. C'est des joueurs identitaires un petit peu dans le championnat de France parce qu'ils sont là depuis super longtemps et effectivement, c'est des figures qu'on a l'habitude de voir. ouais, c'est clair, c'est clair. Très bien, on a fait nos 4 hot takes. Je ne sais pas si tu en as une en réserve à partager ou pas. Les miennes, en tout cas, mais ont été déjà partagées, mais toi, je ne sais pas si tu en avais encore sous le coude. Si j'en avais, allez, j'en avais deux, trois en pêle-mêle si tu veux. Ouais, ouais, je peux me jeter dedans. Je Allez, vais en finir par mention celle-ci honorable. parce que je pense que je vais vraiment me faire tomber dessus pour la dernière. Sans trop mouiller, j'avais envie de dire que le MVP de la saison sera français avec Nadir Ifi. Voilà. Alors ceux qui me suivent savent que je lui tombe dessus enfin pas dès que possible, mais je suis très critique envers lui. En fait, les gens, faut comprendre quelque chose. Je suis très critique à partir du moment où la hype dépasse la réalité. Voilà, dès que quelqu'un dit regardez par là, c'est trop cool, moi je dévie le regard et puis je dis attendez, on va revenir un petit peu plus tard. Mais j'avoue que Nadir Ifi, cette saison et sous Tabellini fait un très très bon boulot. Alors forcément, il y a du client, hein, il y a encore un certain Mike James qui est dans les parages et qui n'a pas l'air de forcer trop son talent pour faire des stats, mais j'aimerais bien que le trophée de MVP revienne à un Français. Donc pourquoi pas Nadir Ifi. Tu as parlé de Cholet tout à l'heure avec Nathan de Souza. Moi, je voulais parler de Mohamed Diarra. Et pour moi, je me projetais très loin. Pour moi, Mohamed Diarra va très vite rejoindre une écurie Euroleague, je pense. On en a assez parlé, on le trouve très complet, on trouve qu'il apporte plein de choses et lui, il va vite trouver une place dans un club Euroleague, je pense. Et enfin, la dernière pour laquelle, à mon avis, je vais me faire tomber dessus, mais désolé, il faut que j'aille dedans. Je me suis posé la question, et si Bourg se ratait complet cette saison? Hmm, intéressant. Et quand je dis se rater complet, c'est Pas de être playoff, hors quoi. play-in, hors play-off. Non, mais même hors Hors play-in. play-in. Hors Ah oui, play-in. oui. Ouais. Waouh. Je me suis. Alors, point d'interrogation, hein, je sais pas une affirmation, on va se détendre 2 secondes, mais je me suis posé la question parce que
Bon, déjà, ils ont plusieurs soucis depuis le début de la saison. Il y a vachement de blessures. Il y a eu McDowell White qui était blessé, Anthony Labanca qui était blessé, JT Chumate qui, lui, venait suppléer Nelson, mais finalement, il est parti pour des problèmes personnels qu'il n'a pas réussi à résoudre. Mais là où j'ai des interrogations, j'ai l'impression que Freddy Fotou est beaucoup moins serein qu'à une époque, dans le sens où, alors il y a eu Limoges en première journée, mais bon, on sait que quand il vient à Limoges, c'est un match particulier pour lui, donc voilà. Mais en fait, je trouve qu'il pète vachement vite un câble maintenant. Je l'ai revu sur le match contre le MSB où il y a 2-3 coups de sifflet, il est furieux. Et à l'image du match contre Limoges, parce que celui-là, je peux dire que je l'ai vu et revu et re-revu, je trouve qu'il emmène avec lui le négatif et qu'il le transmet à son équipe dans un effectif qui est encore en train de se chercher et où, comparé à une époque pas si lointaine, je trouve qu'il manque peut-être d'un joueur sur lequel tu te dis, OK, ils ont ce mec, c'est stabilisé, on sait que ça va mettre 10, 15, 20 points. Là, je trouve qu'il y est un peu moins, ce sentiment. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc dans cet effectif où ça manque de stabilité sur des certitudes. Ouais, ça manque peut-être de certitude, je vais le dire comme ça. Et pareil, j'ai l'impression que cet effectif, peut-être à l'image de son coach qui est un petit peu plus friable dans ses réactions, je trouve que l'effectif n'aime pas être bousculé. Par exemple, si vous prenez la deuxième mi-temps contre le MSB, toute la première mi-temps, ils sont devant, ils font un très bon travail, etc. Deuxième mi-temps, ça commence à mettre les barbelés. Ils arrivent déjà pas à répondre dans l'intensité. Hudgens prend feu. Personne n'arrive à l'arrêter. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Ça se réadapte derrière. Mais après, c'est le coaching de Vizad, hein, donc c'est très intelligent aussi. Ils se font plier sur de l'attaque dans l'axe du panier. Tous les mecs prennent la ligne de fond, jamais c'est adapté et ils prennent un petit peu l'eau là-dessus, même si le match se joue à 2 points, attention, qu'on s'entende, hein, mais c'est juste que je trouve cette équipe de Bourg un peu plus friable et tremblante comparée aux dernières saisons. Alors attention, il n'y a pas catastrophe, ils sont encore ils sont à 2 victoires, 3 défaites. Bon, ils viennent d'en prendre 30 au Beşiktaş en Coupe d'Europe. Voilà, il y a quelques signes qui me disent attention, va peut-être falloir soit rétablir une hiérarchie, soit essayer de trouver de la stabilité, mais je m'inquiète un petit peu. Déjà que Freddy Fotou a été un petit peu en dents de scie sur son Eurobasket avec l'équipe de France. Voilà, voilà, c'est pas catastrophique, mais j'ai un peu peur aussi là sur le coup. Ok, intéressant. C'est super intéressant comme réflexion. L'avenir nous dira si effectivement on est un petit peu trop dans le catastrophisme du début de saison ou pas. J'ai envie d'avancer quelques circonstances atténuantes. Effectivement, tu as parlé de l'Eurobasket. C'est la première année effectivement que voilà, Freddy Fotou ne peut pas se charger aussi de la préparation. On sait qu'ils ont changé tout l'effectif, donc potentiellement ça prend un peu plus de temps à créer des automatismes. Un joueur comme Hugo Benitez, qui était un petit peu l'ancrage aussi du jeu collectif, n'est plus là. Donc, beaucoup de blessés aussi, tu l'as dit. Donc, ouais, je ressens pas effectivement la même chose que sur les années précédentes concernant la JL Bourg. Il y a quand même du potentiel. Il y a quand même des Oui. équipes, pas mal d'équipes qui, je pense, termineront derrière, forcément, la JL. Mais ce truc de et s'ils se rataient complètement et qu'ils étaient hors play-in, quand tu l'as dit, ça m'a fait penser, en fait, quand on revient dans les années passées, aux années Laurent Leniam, où je crois qu'il y a eu une saison où ils étaient complètement à côté, alors que ben, ça commençait déjà à être une grosse écurie avec un effectif intéressant. Donc là, enfin, je ne sais pas si c'est comparable, mais en tout cas, ça m'a évoqué un petit peu ça. Mais j'espère que Bourg relèvera la tête. C'est un club qui travaille très bien et qui Oui, oui, recrute oui. aussi très bien. Ah bah déjà, ils ont recruté McDowell White que j'avais Ouais. ultra vendu avant son arrivée à l'Alba Berlin l'année dernière. Donc forcément, moi, ils m'ont touché en plein cœur. Bon, manque de chance, ils sont venus à Limoges, il était blessé, donc il n'était pas là. Donc j'ai pas pu aller lui faire un bisou. Mais non, non, on reconnaît vraiment, puis on en a parlé tout à l'heure pour Narcisse Ngoy, hein, on reconnaît le travail fait Ouais. du côté de François Bourg, il n'y a Lamy, pas de problème. ouais. Ouais, Mais ouais. voilà, il y a quelques trucs où je me dis, ils ont toujours été comme ça sur ces dernières années. Est-ce que là, il n'y a pas un petit. Alors oui, c'est peut-être naturel, hein, si Freddy Fotou a un peu de mal à encaisser, surtout une grosse déception à l'Euro, forcément.
Mais voilà, puis il y a un peu d'énergie cramée parce il faut y aller en Eurocup dans certains clubs, il faut aller subir la pression la semaine aussi. Donc, ouais, attention Surveiller. ouais, à surveiller. Après, comme tu dis, hein, quand je vois l'équipe pour l'instant qui est derrière, Dijon, c'est pareil, il y a des signaux un peu bizarres qui arrivent de là-bas. Mais bon, voilà, là, c'était Bourg, c'est l'équipe du coach de l'équipe de France, du sélectionneur. Donc, ouais, petite alarme. Petite Mm. alarme. Alors après, il regardera peut-être ton émission et puis à la fin de la saison, ils sont top 5 et puis il va dire hey, le Limoujo, tiens, Commencez à nous faire ressors-moi des ta doigts. take là. Si vous voyez de quelle image je parle. Donc voilà, hein, peut-être qu'il viendra et qu'il me dira ça, mais je leur souhaite. Hein, mais voilà pour ma dernière mention. Ok, super intéressant. J'en avais en fait une qui n'avait pas été dite, qui est intéressant parce que ça rebondit sur ce que tu viens de dire, qui est peut-être une hot takes qui sera pas très populaire, mais je pense que Dijon peut jouer les playoffs en fin de saison. Je dirais même que Dijon jouera les playoffs en fin de saison parce Waouh. que je les vois au play-in. Ouais, on est d'accord, hein, je les vois pas au top 6, je les vois au play-in. Et une équipe qui a autant d'expérience, je me projette au play-in. Je suis une équipe qui va affronter Dijon. Je vais me taper Justin Bibbins, Axel Julien, Grégor Hovat et David Holston, qui même à 39 ans vient de nous montrer qu'il peut faire des sacrés cartons. Je pense qu'il sort même de son meilleur match en carrière, potentiellement, hein, contre Paris Basket. J'ai pas envie d'affronter Dijon au play-in et je pense qu'ils ont le potentiel pour accrocher le play-in. Surtout qu'ils n'ont pas non plus été super. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas eu beaucoup d'éléments qui allaient avec eux sur ce début de saison. Williams Nara s'était Ouais. blessé, devait avoir un gros rôle dans le secteur intérieur. Ils n'ont pas eu un calendrier très facile, et malgré ce calendrier très facile, bah, quand tu regardes les scores, en fait, ils ont perdu de 4 points à Limoges, de 5 points à Paris, de 2 points face au MSB. Donc ça veut dire qu'ils sont dans les matchs et ils tiennent tête aux grosses équipes. Donc je me dis qu'en affrontant après des équipes plutôt dans la deuxième partie de tableau, normalement, avec le potentiel du 5 majeur, ça devrait dérouler parce que le banc est, on va pas se cacher, un petit peu plus faible. Ouais, puis il y a ouais, un ou deux étrangers qui pour l'instant sont pas encore au niveau. Voilà. Alors après, Non, je sais que ça a fait débat. ça a fait Je débat, ouais. sais, je sais que ça a beaucoup parlé. Mais encore une fois, je défends l'idée que c'est une histoire d'environnement parce que je crois que c'est l'argument qui avait été sorti sur les réseaux. Je suis le premier à le savoir, mais c'est vrai que bah, Dijon peut peut-être pas se permettre d'attendre trop longtemps que les garçons se réveillent parce que ça reste quand même une équipe du paysage du basket français qui a besoin de forcément de résultats. Alors après, je connais pas la communauté autour de la JDA, savoir s'ils sont un peu tatillons et qu'ils ont besoin de résultats, je sais pas trop. Mais ouais, il faudrait peut-être pas trop se rater quand même. Après, moi, ce qui me fait bizarre, c'est toujours de voir. Alors après, très bien pour eux parce qu'en plus on les aime, hein, mais voir que globalement, tes deux gars qui te font tenir entre guillemets la sauce, c'est Holston, 39 ans, et Charles Cahudi, 39 ans aussi, oui. Ah, il n'a pas encore joué, il est encore blessé malheureusement, mais je pense qu'il devrait pas tarder à revenir. Mais ce qui me fait dire aussi que ça, c'est positif, on n'a pas eu encore un énorme Justin Bibbins, mais on connaît le talent du bonhomme, et je pense que quand il va commencer à se mettre en route, en fait, ça va être super. Et franchement, avoir une main Justin Bibbins, David Holston, avec en backup aussi sur le poste 2, combo guard, Axel Julien, franchement, c'est quand même pas mal, hein. Ah bah il y a plus d'une équipe qui rêverait d'avoir ce type de joueur. Hein. Puis alors Clairement. Tariq Owens, alors pour les fans de NBA G League qui regardent un petit peu les joueurs du bout du banc, ça vous parle, mais c'est un joueur à découvrir aussi, j'ai l'impression. Ouais, c'est très très différent de Kevin, ouais, on est d'accord. Ouais. Ah bah c'est pas le même physique, hein. Lui, il Ah est peut-être ouais, arrivé avec des kilos en moins. ouais, c'est ça. Ils avaient un mec en surpoids total l'année dernière. Ils se sont dit, bah là, on va assurer le coup. Au pire, s'il a passé un bon été, il sera juste à un poids normal. Wouhou. Non, quel championnat magnifique. On se Ouais. régale. Enfin, en tout cas, je me suis régalé dans cette émission, Romain. Ouais, Merci moi aussi. beaucoup. On Avec- ressortira effectivement nos takes à la fin de la saison. On fait cette année effectivement ces émissions au takes un petit peu plus tôt que les saisons dernières. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi un petit peu moins d'éléments tangibles, hein, sur lesquels se raccrocher. On est encore plus dans la projection.
Mais j'espère toujours bien que cet exercice est plaisant à écouter, à regarder, que ça vous plaît. Et n'hésitez pas aussi, bah, vous, en commentaire, à nous partager quelles sont vos conclusions hâtives du moment, qu'elles soient totalement folles ou plutôt réalistes. C'est toujours un exercice intéressant. Puis ça permet aussi de revenir aussi sur ben, les premières journées de championnat pour savoir un petit peu comment on jauge plus ou moins les équipes. Donc, merci à toi, Romain, pour t'être prêté à l'exercice. Bah, merci pour l'invitation. J'aime beaucoup jouer autour de tout ça, des clubs, des joueurs, de parler du basket qu'on aime. Et c'est toujours un plaisir d'être reçu par toi. C'est toujours cool. Bah, un grand plaisir. Et puis, bah, écoute, peut-être qu'on se retrouvera une prochaine fois du côté du CSP ou de La Rochelle si tu as envie de voir un vrai beau match d'Élite 2. Pas de souci, pas de souci. Dans votre salle, ça me va. Ça me va. J'aime beaucoup votre salle. Très bien. Bah, si tu veux, bon, c'est peut-être un petit peu tard, mais mardi, il y a un match de Coupe de France entre La Rochelle et Boulazac qui, je pense, va être très très bien. Le remake de la finale qui nous a vu monter face à Boulazac il y a 2 ans. Ah, ils ont l'air en forme quand même, Boulazac, hein, cette année. Ça va être dur, mais en vrai, j'y crois. Ouais, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est mon côté Rochelet. Mais bah alors bien, très bien, très bien. En tout cas, merci Romain, et puis bah, je te dis à la prochaine, et n'hésitez pas à aller vous abonner et à regarder le contenu de The Upset qui fait un travail de super qualité. Merci beaucoup.